Et à ce moment-là, je coupe tout, je donne le go. Ouais, ça tourne. De toute façon, sur du live, c'est. J'en ai fait. Ça y est, vous venez d'arriver sur la plateforme Imagina. Donc à partir de là, hop, moi, je me déconnecte, je coupe ma caméra et ça y est, je vous donne le go. Vous êtes seul à bord, Guillaume. Bonne conférence. Merci. Bonjour à tous. Donc, alors, je vais me présenter très rapidement. Donc, moi, je suis Guillaume Baudet. Je suis l'un des cofondateurs et le président de la société Zinea, qui est une jeune société qui développe un data catalogue. Alors, d'un point de vue opérationnel, moi, je m'occupe également aussi de tout le développement produit. Ce que je vais faire, par contre, ce matin, c'est que je vais pas vous présenter notre produit, notre conférence prévue cet après-midi. Je vous en parlerai un petit peu à la fin, où on pourra vous démontrer de façon un peu plus précise les fonctionnalités de l'outil et de la plateforme. Ce dont je vais vous parler ce matin, c'est finalement de ce qui nous motive, de la vision finalement qui sous-tend le développement de Zinea aujourd'hui et qu'on a regroupé sous le terme de Smart Data Catalog. Alors désolé pour l'anglicisme, mais finalement la traduction n'est pas très facile. Si on parle d'un data catalogue qui serait malin, c'est assez bizarre. Et puis si on le dit intelligent, on va finalement être un peu réducteur par rapport à ce qu'est un Smart Data Catalog. Alors, avant de parler un petit peu de ce côté smart du data catalog, on va essayer de définir ce que c'est qu'un data catalog. Donc là, j'ai pris une définition en anglais, mais qui finalement définit assez précisément ce qu'on attend d'un data catalog. Donc, dans un catalogue de données, on va retrouver un inventaire détaillé des assets, des actifs informationnels dans une organisation, ainsi qu'un ensemble de métadonnées. On définira un petit peu après ce que c'est que les métadonnées. Et l'objectif finalement d'un catalogue de données, c'est de permettre à toutes les personnes qui interviennent dans le domaine de la donnée, dans les projets d'innovation autour de la donnée, mais également dans tous les projets annexes de contrôle autour de la donnée, de retrouver les informations, les données dont ils ont besoin pour exploiter ce patrimoine souvent sous-utilisé dans les grandes organisations. Le data catalogue, il est destiné aux utilisateurs finaux. Donc, c'est quelque chose qui est important, puisqu'on a dans un certain nombre d'organisations, on a des équipes de data management, de data governance, etc., qui sont en charge finalement de la mise en place d'un catalogue de données, qui intéresse aussi un certain nombre de personnes du côté de la réglementation ou du risque. Mais finalement, le catalogue de données, sa valeur principale, ça va être de permettre aux personnes qui travaillent directement sur la donnée, qui sont en charge de l'exploiter, de pouvoir accélérer leurs initiatives. Donc, dans ces populations, on va retrouver des analystes, des data scientists, des personnes rattachées au métier, des responsables produits, des ingénieurs, etc. Ce sont eux, finalement, qui sont les utilisateurs finaux des data catalogues. Donc, indépendamment de la complexité ou de la richesse de l'information qu'on va pouvoir mettre dans un catalogue de données, toujours garder en mémoire que les utilisateurs finaux, ceux qui vont consommer finalement l'information présente dans le catalogue de données, sont des personnes dont l'activité n'est pas de construire le catalogue et n'est pas d'utiliser le catalogue. Leur activité, c'est pour un ingénieur de travailler sur ses programmes ou sur son infrastructure de données, pour un analyste, c'est d'analyser les données, pour un data scientist, c'est bien sûr de développer des modèles autour des données, etc. D'accord. Donc, le catalogue va être un support, va être un soutien, va être un moyen d'accélérer leurs initiatives, mais ne va pas être nécessairement leur outil principal. Ils travaillent généralement le gros de la journée avec d'autres plateformes. D'accord. Donc, quand on parle de catalogue de données, on parle souvent de finalement ce qu'on veut inventorier, ce sont des assets. C'est un terme qui vient finalement plutôt de la finance. On va voir la donnée comme un actif. Alors, c'est un actif qui, aujourd'hui, n'apparaît pas au bilan, même s'il est, pour certaines entreprises, leur principal patrimoine, leur principal actif.
Euh, et l'idée, finalement, de parler d'actifs, c'est de mettre en valeur l'idée selon laquelle les données sont finalement dépositaires d'une valeur qui est mal ou peu exploitée. D'accord. Donc, comment on va pouvoir exploiter cette valeur? Il y a différentes façons. Il y a des façons assez directes. On peut directement vendre la donnée. C'est le modèle économique d'un certain nombre d'acteurs, pour certains assez anciens, notamment dans le domaine de la donnée financière. Et puis, on va avoir aussi tout un tas d'utilisations indirectes de la donnée pour créer de la valeur. Ça peut être par l'analyse de la donnée, l'analyse prédictive ou l'analyse statistique des informations pour améliorer son positionnement, sa performance, mieux connaître son marché, etc. La donnée elle peut être également utilisée pour innover, pour développer des nouveaux services. Donc, on voit à travers de l'analytics, à travers de la data science aussi, on développe énormément de modèles aujourd'hui pour développer des modèles prédictifs, des outils de machine learning, d'intelligence artificielle qui vont permettre aux entreprises de développer des nouveaux services à haute valeur ajoutée pour se démarquer sur leur marché. Et puis, bien sûr, on va utiliser la donnée d'une façon très traditionnelle. C'est ce qu'on entend souvent par le data-driven, les organisations pilotées par la donnée. C'est finalement d'utiliser l'analyse des données comme outil de prise de décision informée pour améliorer les capacités ou les opérations de l'entreprise. D'accord. Ce qu'on observe aujourd'hui, en tout cas, c'est que les entreprises les plus performantes au niveau mondial sont celles qui ont une très bonne maîtrise de ce patrimoine de données et qui sont capables de l'exploiter dans les différentes directions que je viens d'indiquer, soit pour les commercialiser directement, soit pour les utiliser pour améliorer leurs services, pour améliorer leurs opérations ou pour innover. D'accord. Et quand on parle de données et de catalogue de données, on parle souvent de métadonnées. Alors, je vais essayer d'expliquer très simplement ce que c'est que des métadonnées. Finalement, les métadonnées, c'est ce qui va permettre d'utiliser les données, de les comprendre et de les exploiter correctement. Donc, probablement, la meilleure analogie qu'on peut trouver pour expliquer comment fonctionnent les métadonnées, c'est celle d'un système de fichiers. Finalement, les données, in fine, dans le monde informatique, les données, c'est un ensemble de 0 et de 1, ou en tout cas de positions binaires sur des dispositifs physiques qui permettent de stocker de l'information. Cette information, typiquement, une fois qu'elle est stockée sur ces supports physiques, elle est très difficile à exploiter, sans métadonnées. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans un système de fichiers, typiquement, on va retrouver bien sûr le stockage physique de ces informations, mais on va retrouver également un certain nombre d'informations qui vont permettre à des opérateurs humains, à des utilisateurs, de retrouver, d'exploiter, de consommer cette information de façon informée. Pour le système de fichiers, tout un tas de métadonnées finalement qu'on va retrouver sur le nom du fichier, sa localisation logique, sa taille, son auteur, quand est-ce qu'il a été créé, mis à jour, éventuellement des permissions, des extensions, des mots-clés, des tags, des prévisualisations, des commentaires, etc. Tout ça, ce sont des métadonnées. La plupart de ces métadonnées sont gérées automatiquement par le système de fichiers. Et c'est ce qui va permettre finalement d'exploiter ces données dans de bonnes conditions. On peut parler par exemple de l'extension, du type de fichier qui va être géré par le système de fichiers et qui va permettre de sélectionner la bonne application pour ouvrir un fichier. Sans cette information, on serait dans un espèce de schéma d'essai-erreur. On essaierait d'ouvrir le fichier avec différentes applications jusqu'à ce que ça marche. Ce n'est forcément pas très utilisable. D'accord. Donc, les métadonnées, finalement, c'est ce qui va permettre de transformer de la donnée binaire en données utilisables. Donc, la même chose existe à l'échelle de l'entreprise, où les données sont stockées dans différents systèmes physiques, bases de données, systèmes de fichiers, data lake, API, etc. Elle est stockée sous forme binaire. Et puis, il va falloir ramener un certain nombre d'informations qui vont permettre aux utilisateurs finaux de savoir ce qu'elle contient et d'être capable de comprendre leur contexte pour pouvoir les utiliser dans leur projet propre. D'accord. Alors, quand on parle de catalogue de données à l'échelle de l'entreprise, finalement, la difficulté, elle réside beaucoup dans la volumétrie d'informations qu'il va falloir gérer pour construire un catalogue véritablement utilisable. D'abord, on a rapidement des dizaines, voire des centaines de systèmes dans lesquels sont stockées ces données. Alors, ça peut être des bases de données relationnelles, ça peut être des systèmes de fichiers, ça peut être des ERP, des CRM, ça peut être
ça peut être des bases de données NoSQL, ça peut être des data lakes. Finalement, on a énormément de lieux dans lesquels on va stocker ces informations. Et dans ces différents systèmes, on va retrouver des dizaines, voire des centaines de jeux de données. Donc, un jeu de données, il faut le voir comme quelque chose qui contient des données et qui peut être utilisé dans le cadre d'un projet donné. Et parce qu'on a des dizaines, voire des centaines de systèmes, on va se retrouver potentiellement avec des milliers de jeux de données. Ces jeux de données, ils contiennent typiquement des champs, qui sont les informations unitaires à l'intérieur de ces jeux de données. Et là aussi, on passe à un facteur supérieur, on va retrouver facilement des centaines de milliers de champs. Et sur tous ces objets, jeux de données, champs, on va vouloir gérer des attributs qui vont permettre aux utilisateurs finaux de comprendre et de connaître le contenu de ces jeux de données. D'accord. Et ben ces volumétries, là aussi, vont augmenter. On se retrouve assez rapidement avec des millions d'attributs, qui sont les fameuses métadonnées, et potentiellement des centaines, voire des milliers d'utilisateurs avec des profils très différents. Pour certains, très proches des données, quand on parle des ingénieurs ou des analystes, des data scientists, ont forcément une culture donnée assez forte, une culture technique assez forte, mais aussi tout un tas d'autres personnels qui, potentiellement, dans une entreprise qui cherchent à démocratiser les données, vont devoir comprendre là aussi le patrimoine de données et aller localiser l'information qui leur permet d'exécuter au mieux leurs activités. Donc, ces personnels-là peuvent être potentiellement beaucoup moins techniciens, beaucoup moins alertes sur la structure ou sur les informations liées aux données. D'accord. Donc, cette volumétrie pose deux questions principales quand on réfléchit en termes de data catalogue. La première, c'est comment faire pour construire, maintenir, mettre à jour, surveiller le contenu du catalogue, de telle sorte que le contenu du catalogue soit de très haute qualité. La qualité du contenu du catalogue, c'est ce qui en fait le succès. Faut voir ça un petit peu comme un catalogue grand public. Si vous allez sur un site web de e-commerce et que le contenu du catalogue est faux, que les descriptions sont incorrectes, que les images sont fausses, que les prix sont pas ceux qu'on vous facture, etc., assez rapidement, vous n'allez pas y retourner. Donc, maintenir, construire un catalogue de haute qualité, c'est une clé pour construire la confiance autour du contenu du catalogue. Ça, c'est la première difficulté quand on cherche à déployer un data catalogue. La deuxième, elle est plus destinée cette fois-ci aux utilisateurs finaux, c'est que dans toute cette volumétrie d'informations, comment faire pour trouver rapidement les objets, les données qui vont être pertinentes pour un cas d'utilisation donnée. Et donc, ce que l'on croit chez INEA, c'est que pour adresser ces deux problématiques, il va falloir que le catalogue soit smart, soit malin. Alors, être smart, c'est pas seulement, c'est aussi, c'est la raison pour laquelle on ne parle pas uniquement de catalogue intelligent, où on se focaliserait probablement dans la terminologie sur des fonctionnalités liées au machine learning et à l'intelligence artificielle. Mais il y a différents aspects sur lesquels il va falloir être smart. D'abord sur la conception et sur la modélisation du contenu du catalogue. On en reparlera bien sûr un petit peu après. Sur l'inventaire, on a énormément de sources de données, énormément de jeux de données. Il va falloir gérer cet inventaire de telle sorte que le catalogue reflète la réalité opérationnelle et le contenu réel des systèmes, et pas une vision finalement un peu conceptuelle de ces contenus. L'expérience utilisateur doit être pensée pour couvrir des populations aux exigences très diverses. Le moteur de recherche, il doit être malin. Si on a ces millions d'objets, il va falloir travailler sur la recherche, sur l'exploration. Finalement, les méthodologies de consommation d'un catalogue sont très basées sur le moteur de recherche. Et puis, bien sûr, et c'est là qu'on va retrouver plutôt les aspects d'intelligence artificielle, c'est que la gestion des métadonnées, elle aussi, elle doit être intelligente, elle doit être maligne. Et là, on va travailler plutôt sur des aspects algorithmiques, sur des modèles de machine learning qui permettent d'améliorer et d'assister dans la gestion quotidienne des métadonnées. D'accord. Alors, si on revient un petit peu sur chacun de ces thèmes, si on parle d'abord de conception du catalogue, le catalogue, c'est un ensemble d'informations, donc ça forme ce qu'on appelle une ontologie. Une ontologie, ce sont des informations, il va falloir les classer, les organiser, pour qu'on puisse fournir aux utilisateurs finaux un contexte et des chemins d'exploration finalement de ce contenu qui soient logiques dans une organisation donnée.
D'accord. Alors, il y a plusieurs façons de travailler sur les ontologies. Classiquement, on travaillait plutôt sur des ontologies assez statiques. Ce qu'on appelle une ontologie statique, c'est simplement une hiérarchie qu'on va définir avec une taxonomie particulière pour pouvoir classer finalement l'information. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les systèmes de fichiers. Un système de fichiers, traditionnellement, on classe plutôt les informations sous une forme hiérarchique à travers des répertoires qui sont imbriqués les uns dans les autres. Cette structure-là, elle a une problématique que vous connaissez tous d'ailleurs avec le système de fichiers, c'est que tant que c'est votre système de fichiers, vous arrivez à peu près à vous y retrouver. Dès que vous avez des systèmes de fichiers hiérarchiques qui sont partagés entre de nombreux utilisateurs, la classification, finalement, elle est rarement satisfaisante pour tout le monde. D'accord. Donc, une autre façon de représenter une ontologie, c'est finalement de se détacher de la partie hiérarchique et plutôt de représenter les informations comme un graphe. C'est comme ça que, alors, quand on parle de knowledge graph, de graphe de connaissances, c'est quelque chose, c'est des notions qui ont été développées initialement par Google pour représenter le contenu d'Internet, pour ne pas faire une hiérarchie, une classification statique du contenu d'Internet, mais plutôt de connecter les informations entre elles de telle sorte qu'on va pouvoir les contextualiser et retrouver facilement. D'accord. Donc ça, c'est une première chose, c'est que de notre point de vue, un catalogue de données il doit être basé sur un graphe de connaissances. Un graphe de connaissances, c'est simplement un graphe qui va connecter des objets entre eux avec des liens sémantiques. La deuxième partie qui est importante pour cette partie conception du contenu du catalogue, c'est que le métamodèle doit être progressif, il doit être adaptif. On doit être en mesure de faire évoluer le métamodèle à mesure que les cas d'usage se développent du catalogue et que les besoins des utilisateurs s'affinent. Quand on parle de métamodèle adaptatif, cela veut dire simplement que votre métamodèle, vous devez pouvoir l'augmenter, l'ajuster, rajouter des propriétés, rajouter des nœuds dans le graphe de façon très souple, très simple. Et ça s'articule assez bien avec la notion de graphe. Finalement, quand on construit un graphe, c'est très facile de rajouter des informations dans le graphe, donc des propriétés sur les nœuds du graphe ou de nouveaux nœuds avec de nouvelles relations sans casser ce qui a été fait, sans casser ce qui a été fait avant. D'accord. Donc, cette partie gestion du catalogue sous forme de graphe et métamodèle progressif ou adaptatif s'articule assez bien entre elles. D'accord. Et puis, la dernière chose, c'est que les attributs, les métadonnées finalement qu'on pose sur les objets du catalogue, ils doivent avoir un sens. On peut poser bien sûr des attributs génériques, des attributs techniques, dire je vais avoir un attribut qui va représenter un nombre, un texte, etc. Maintenant, si on se met dans une logique de graphe de connaissances, il est important que les attributs eux-mêmes portent une sémantique. Ça va permettre plusieurs choses. La première chose, c'est que ça va permettre d'ajuster la visualisation de ces attributs en fonction de leur signification, qui va donner des signaux visuels clairs pour les utilisateurs finaux. Et puis, ça va permettre aussi d'améliorer les systèmes de suggestion à l'intérieur du catalogue. Si on parle, par exemple, on peut très bien représenter le niveau de qualité d'un jeu de données comme un attribut de type liste de valeurs ou une valeur numérique, sans que le catalogue sache que ça représente un indicateur qualité, mais ça le rend plus ou moins inexploitable derrière par le moteur de recherche, par le moteur de suggestion. Par contre, si on sait que c'est un indicateur qualité, on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Alors, bien sûr, on va pouvoir le représenter d'une certaine façon pour mettre en avant les objets qui sont de meilleure qualité que d'autres, mais on va pouvoir aussi travailler sur la partie suggestion. Et quand un utilisateur a trouvé un jeu de données qui l'intéresse, on va pouvoir lui suggérer potentiellement d'autres jeux de données contenant des données équivalentes, mais qui vont avoir un meilleur niveau de qualité. D'accord. Pour ça, il est nécessaire que les attributs à proprement parler aient une sémantique. Alors, c'est vrai pour la qualité, mais ça peut être vrai aussi pour les aspects de sécurité, de sensibilité, de données personnelles, etc. Il y a tout un tas d'attributs, finalement, pour lesquels on est capable de définir une sémantique qui va pouvoir être exploitée par le moteur du catalogue pour améliorer le niveau de service apporté aux utilisateurs finaux. Deuxième élément du catalogue Smart, ça va être l'inventaire. Alors l'inventaire, je vais en parler assez rapidement, parce que finalement on comprend assez facilement comment ça fonctionne. L'idée d'un catalogue, c'est d'être piloté par la réalité. D'accord. On veut construire un catalogue dans lequel les utilisateurs finaux vont avoir confiance. Il est important que ce que contient le catalogue existe véritablement dans les systèmes. C'est très décevant, autrement, de trouver un jeu de données très intéressant et de s'apercevoir ensuite qu'il n'existe pas vraiment. D'accord. Donc, l'idée de l'inventaire, qui soit smart, c'est simplement de dire que le catalogue va pouvoir se connecter
aux différents systèmes opérationnels pour réaliser l'inventaire des objets qui sont contenus par ce système opérationnel. Alors, l'inventaire, ce n'est pas forcément si simple. Quand on parle de base de données relationnelles, généralement, c'est assez simple de faire un inventaire. On a toutes les informations dans le schéma qui permettent d'identifier et de décrire les objets. Quand on passe dans des mondes de big data, de data lake, etc., la représentation des jeux de données, elle peut être beaucoup plus sophistiquée. Typiquement, si vous faites des captures de données IoT, vous allez avoir un jeu de données, en fait, il est représenté par des centaines, voire des milliers de fichiers qui sont distribués sur différents nœuds de votre data lake, mais qui constituent, d'un point de vue logique, un seul dataset. Donc, le système d'inventaire, il doit être capable de détecter que c'est qu'un seul dataset et pas vous référencer les milliers de fichiers de façon individuelle. Donc, il est important que le système d'inventaire connaisse la structure des jeux de données et soit capable de la reconnaître pour alimenter correctement le catalogue et bien sûr le maintenir à jour. Donc, il est important que cet inventaire il se fasse de façon régulière pour pouvoir synchroniser le contenu du catalogue avec les modifications et les évolutions éventuelles des systèmes qui hébergent les données. D'accord, donc pour ça, c'est pas compliqué. On va pouvoir mettre en place une connectivité universelle qui va permettre d'aller développer des scanners spécialisés pour les différentes plateformes qui contiennent des métadonnées, de telle sorte que l'on ramène de façon automatique dans le graphe de connaissances les objets. Notons aussi que comme la structure de stockage, c'est un graphe, il est important d'avoir au niveau du catalogue une couche d'automatisation qui va résoudre les liens. Potentiellement, on va aller chercher des objets dans différents systèmes et ces objets, ils sont liés notamment sur leur lignage et potentiellement par d'autres éléments. Ils sont reliés entre eux. Donc, on va avoir une couche d'automatisation aussi qui va permettre de résoudre les liens entre les objets contenus dans différents systèmes. D'accord, donc c'est ce que fait la couche d'automatisation. Donc elle va mettre à jour tous les objets pour refléter les évolutions structurelles, physiques qui sont opérées sur ces objets, à pouvoir détecter aussi tout ce qui a été supprimé ou déplacé dans les différents systèmes, résoudre les liens entre les objets et appliquer un certain nombre de règles pour valoriser les attributs du métamodèle liés à ces différents objets. Le metadata management, qui va être smart lui aussi. Alors, c'est là qu'on va retrouver des éléments qui sont plutôt liés au machine learning et aux algorithmes intelligents pour alimenter le catalogue. L'idée, c'est d'aider les data stewards ou les personnes qui sont en charge d'alimenter le catalogue à identifier les métadonnées qui sont erronées ou qui sont potentiellement candidates à être améliorées dans le catalogue. Donc, ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans les catalogues du monde du retail, notamment, où on va avoir un certain nombre d'algorithmes qui vont monitorer finalement le contenu du catalogue pour détecter des erreurs ou suggérer des améliorations sur le contenu du catalogue. Donc ça, c'est fait avec des algorithmes. L'idée, c'est de fournir un certain nombre de suggestions pour identifier des doublons, détecter des types logiques, suggérer des valeurs d'attributs, des liens entre les objets, détecter les erreurs. Ça, c'est pour plutôt les data stewards. Et puis, pour les consommateurs de données, finalement, on va pouvoir s'appuyer sur ces mêmes algorithmes pour développer des systèmes de recommandation pour leur pousser des objets qui semblent pertinents dans leur contexte d'utilisation. Alors, la façon dont nous, on approche cette partie-là, elle s'appuie sur quelque chose qu'on appelle le fingerprint. L'idée, c'est de construire des profils statistiques et sémantiques sur les données et derrière de faire du pattern matching finalement à l'intérieur du catalogue pour identifier des valeurs candidates pour les attributs. D'accord, donc ça se fait finalement en faisant de l'analyse de similarité entre les données. Pas d'identité, bien de similarité. On va chercher à trouver des patterns qui permettent d'identifier des données équivalentes et du coup d'analyser les métadonnées sur ces données équivalentes pour détecter des erreurs, suggérer des liens, suggérer des améliorations, etc. Le moteur de recherche. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux types de recherche pour pouvoir opérer sur un catalogue. Ce qu'on appelle la recherche haute intention, donc c'est celle qui généralement marche assez facilement, puisque
elle demande aux utilisateurs finaux d'avoir des informations très précises sur les objets qu'ils cherchent. Typiquement, je connais déjà le nom du jeu de données, c'est facile de le retrouver. La partie qui est un peu plus compliquée, bien sûr, dans les moteurs de recherche, ce qu'on appelle la recherche basse intention. La recherche basse intention, elle consiste à retrouver des objets à partir d'informations assez légères sur ces objets. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on a simplement un corpus de termes qui nous semble intéressant, et puis on s'attend à ce que le moteur de recherche ramène les bons objets. Bien sûr, les champions de cette approche-là, c'est Google, mais la plupart des grands systèmes de catalogue grand public offrent des moteurs de recherche basse intention très pertinents. La deuxième partie, bien sûr, dans une recherche, une fois qu'on a fait une recherche, c'est d'être capable de filtrer les résultats pour finalement exclure. C'est la recherche, l'exploration d'un catalogue, elle se fait par inclusion-exclusion. D'abord, je fais une recherche, puis après, j'exclus tous les résultats qui sont non pertinents en utilisant un système de filtre pour réduire finalement le nombre de résultats. Alors, il y a des filtres très simples sur Google, vous pouvez très facilement sortir des résultats génériques pour aller simplement sur les images, sur les vidéos. Là, de la même façon, on va pouvoir réduire finalement la taille et le périmètre de la recherche à des objets qui possèdent un certain nombre de caractéristiques. L'idée étant bien sûr d'arriver à identifier rapidement les objets qui sont pertinents. Et puis le dernier point, c'est celui de l'expérience utilisateur. Le problème d'un catalogue, c'est celui de l'adoption. À partir du moment où on a pour ambition de déployer le catalogue de façon massive à l'intérieur d'une organisation, on va avoir cette problématique de l'adoption, qui est que ces différents utilisateurs, on a beaucoup d'informations et ils n'ont pas tous le même prisme sur ces informations. Leurs attentes en matière de consommation du catalogue va vraiment dépendre de leur focus ou des cas d'utilisation sur lesquels ils sont en train de travailler. Donc, toute la difficulté derrière, c'est comment travailler sur ce qu'on appelle la hiérarchie d'informations, c'est-à-dire afficher aux utilisateurs de façon privilégiée les informations qui sont pertinentes pour eux, au détriment d'informations qui vont l'être un peu moins. Un data scientist ne va pas avoir exactement les mêmes attentes que quelqu'un qui appartient au département risque ou qui est un DPO en charge de la RGPD. Ils ne vont pas avoir le même prisme, on ne va pas forcément leur présenter les objets du catalogue exactement de la même façon. Ça, c'est là où on s'écarte un petit peu des catalogues grand public. Quand vous faites du e-commerce, finalement, tous les utilisateurs sont intéressés à peu près par la même chose. Grosso modo, les images et les prix. Quand on est dans le monde du catalogue de données, les attentes des utilisateurs, par contre, sont très diverses. Donc l'idée d'être smart dans un data catalogue, c'est simplement d'utiliser les technologies modernes de tracking et d'analyse des préférences utilisateurs, préférences statiques, c'est-à-dire simplement son profil tel qu'il l'a renseigné, mais également profilage dynamique, c'est-à-dire par analyse de ce qu'il consomme dans le catalogue, pour pouvoir hiérarchiser l'information et lui présenter des écrans qui vont mettre en avant les éléments du métamodèle qui sont les plus pertinents ou les plus intéressants pour lui. Donc, pour résumer, vraiment, le Smart Data Catalog, ce n'est pas juste du machine learning et de l'intelligence artificielle, c'est tout un ensemble d'éléments qui vont permettre d'apporter une expérience utilisateur la plus poussée possible dans le catalogue, dans sa conception, dans l'expérience utilisateur, dans l'inventaire, dans le moteur de recherche et dans la gestion des métadonnées. Donc ça, c'est un petit peu l'ambition d'INEA. Ce sont les piliers sur lesquels nous construisons actuellement notre produit. Pour en savoir un petit peu plus et avoir quelque chose d'un peu plus concret sur comment ça fonctionne en pratique, je vous invite à participer à la conférence de David Martin à 14 h aujourd'hui pour vous démontrer un petit peu comment démarrer et mettre en place un data catalogue avec Zinea, bien sûr, sur une durée assez courte. Voilà. J'en ai fini pour ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Parfait, merci Guillaume, c'est clair. Je relaye effectivement une question qui est sur la plateforme. Pouvez-vous crawler les bases de données géographiques?
Alors, on peut crawler, n'importe quelle base de données. Les bases de données, alors, des ISRI ou d'autres types de technologies, on a effectivement des crawlers pour aller récupérer les informations. Alors, ce sont des crawlers un peu spécifiques, c'est les bases de données. Alors, les bases de données géographiques, on utilise des métadonnées en fait, qui permettent de récupérer des informations pertinentes sur ces objets-là. Mais la réponse est oui. En fait, potentiellement, la connectivité, hein, en tout cas chez Zinea, elle est universelle. Hein, c'est-à-dire que même sur des systèmes très hétéroclites, voire très anciens, on a la possibilité d'aller développer des connecteurs qui vont exploiter les capacités du système pour récupérer l'inventaire et les métadonnées pertinentes. Très bien. J'ai une autre question. Hop. Vous avez parlé tout à l'heure de performance, de patrimoine de données, que la donnée était importante pour les services et pour l'innovation. Est-ce que les entreprises ont pris ou prennent conscience en fait que la donnée est un actif de l'entreprise? Alors, je vais faire une réponse assez biaisée là-dessus, hein, parce que moi, je suis président d'une société dont le développement repose sur cette idée-là. La réponse de mon point de vue, c'est oui. Je dirais que alors, mon point de vue là-dessus, c'est même au-delà de la prise de conscience. Hein, c'est que je pense qu'il y a même un sentiment d'urgence pour un certain nombre d'acteurs aujourd'hui. Et le sentiment d'avoir pris un peu de retard par rapport notamment c'est principalement le cas sur des industries un peu plus anciennes, où il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent finalement avec une culture de la donnée qui est native et qui sont capables de développer des services assez innovants. On le voit dans le monde de la finance, on le voit dans le monde de l'automobile, on le voit dans l'industrie, etc. Où il y a beaucoup de nouveaux acteurs finalement qui arrivent avec des approches et des créations de services souvent autour de la donnée, qui leur permettent de bousculer un petit peu des acteurs plus anciens qui, du coup, ressentent un petit peu l'urgence de mieux exploiter leur patrimoine de données. Donc, alors, une nouvelle fois, hein, c'est une réponse qui est un peu biaisée. C'est le positionnement de Zinea, c'est précisément d'adresser cette urgence, le besoin des entreprises de mieux exploiter leur patrimoine de données. Très bien. J'ai une autre question. Nous n'avons pas abordé la sécurité et la gestion des accès. Comment gérez-vous ces sujets? Alors, la sécurité, alors bien sûr, quand on a un catalogue de données qui va se connecter à tous les systèmes opérationnels, on peut le voir comme potentiellement un gros problème de sécurité. On va avoir une plateforme qui peut accéder à tout. Donc, nous, on l'a traité d'une façon assez simple. En fait, nous, on a une plateforme qui est une plateforme cloud, c'est-à-dire que toute la partie métadonnées est stockée sur une instance. Par contre, la collecte, elle se fait à partir d'agents, de scanners qui sont déployés chez le client et qui hébergent l'intégralité des détails de connexion aux différents systèmes opérationnels. C'est-à-dire que sur la plateforme cloud, on ne les voit jamais. Ils ne sont jamais présents. Ils sont uniquement configurés et sécurisés sur des instances qui sont déployées dans l'infrastructure de nos clients. Donc ça permet d'avoir un très bon niveau de sécurité derrière, et notamment de ne pas laisser fuiter les identifiants, les adresses ou les mots de passe qui permettent les clés d'API qui permettent de se connecter à ces différents systèmes. Elles sont sécurisées directement dans l'infrastructure du client et absolument pas accessibles depuis l'extérieur. Donc nous, on ne demande absolument pas de connexion entrante depuis Zinea vers les systèmes opérationnels. C'est uniquement une connexion sortante. Donc on installe un ou plusieurs scanners en fonction des typologies réseau sur l'infrastructure de nos clients. Ce sont ces scanners qui vont aller collecter les informations et les envoyer à la plateforme. C'est clair. Merci Guillaume. Je vois que j'ai une dernière question qui pourrait faire office de conclusion. Pouvez-vous résumer le principe du Smart Data Catalog en quelques mots? Le principe alors, comme je viens de passer une demi-heure à essayer de le définir, c'est difficile de le résumer en quelques mots, mais finalement, le Smart Data Catalog, c'est celui oui, c'est ce que j'ai en train de regarder. Donc, le Smart Data Catalog, c'est celui qui va permettre
On attend un peu, éventuellement, pour mettre un slide, conférence annulée ou un truc comme ça. Il y a du Juste bruit, ça, là. je vois que ça, je vais remettre dans les questions. Donc, le Smart Data Catalog, c'est celui qui va permettre aux utilisateurs finaux et potentiellement à tout le monde dans l'entreprise de localiser rapidement et de comprendre les données qu'il peut exploiter dans son cas d'utilisation particulier. Très bien, merci Guillaume. Je vois que ça. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. On a juste dépassé un tout petit peu l'horaire prévu, mais ça va, rien de méchant. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être conclure. Le mot de la fin, il n'y en a pas. Le mot de la fin, c'est plutôt si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail de comment ça fonctionne, c'est vraiment d'assister à la conférence de David cet après-midi qui vous montrera de façon très concrète comment on déploie, conçoit et fait évoluer un data catalogue avec Zinnia. Eh ben, c'est parfait. Je vous remercie, Guillaume, c'était très clair, limpide. Merci aussi d'avoir joué avec des questions. Je vais maintenant couper la retransmission en live. Merci à vous, Guillaume. Merci. Bonne journée.